Si tu fais la même chose que des géants sur le marché font, tu n'as aucune chance. Parce que si tu fais la même chose que moi, ça va être une question de muscle. Tu mets 10 ingénieurs, je mets 100, je te bats. Par contre, si vous adressez le marché d'une manière ayant une rupture, c'est différent. Non, tu vas prendre des coups, mets un genou par terre, tu te lèves et tu te rebats. Il y a des gens qui cherchent toujours à jeter la responsabilité sur d'autres, donc ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Et en fait, quelqu'un qui n'apprend pas de ses erreurs ne grandit jamais. Les brevets, c'est important quand vous êtes dans un truc qui a fait rupture, parce que ça va augmenter même la valorisation de votre entreprise. Bien savoir breveter, et sinon, si c'est des brevets pour dire j'ai 10 brevets et ça sert à chi, c'est rien parce que ça va coûter beaucoup d'argent. Ouais. Est-ce que pour vous, il faut être plus vif, plus rapide et aller vite dans les process quand on est entrepreneur, donc foncer clairement, ou il faut se protéger et il faut privilégier la protection? Les boîtes, d'ordre général, c'est pas des idées, c'est une exécution. L'action est plus importante que la stratégie. La réflexion est très importante parce c'est elle qui nourrit l'action. Et on peut se protéger tout en avançant. Et aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va parler d'un sujet qui est hyper intéressant, réussir son investissement dans une start-up. Et oui, et pour ça, j'ai la meilleure personne pour en parler, un invité de Qui veut être mon associé, Jean-Michel Caram. Ravi de vous avoir avec moi. Moi aussi, merci de m'inviter. Eh ben, je vais vous appeler Jean tout au long du podcast, comme on se l'a dit. Ça sera Ouais. plus simple pour moi. Et puis, on va essayer de faire un podcast qui soit fort enrichissant pour les personnes qui nous écoutent. Alors, on va tout faire pour. Je vous ai rapidement présenté, mais j'aimerais bien que vous vous présentiez un peu plus longuement, si possible. Alors, je suis Jean-Michel Caram, je suis un entrepreneur. Aujourd'hui, je dirige 2 entreprises que j'ai créées et que j'ai cotées en bourse. Memscap, qui est une entreprise qui est dans les capteurs de pression, donc la tech. On équipe aujourd'hui tous les avions qui volent. C'est nous qui donnons l'altitude de l'appareil, la vitesse de l'air, la pression dans les cabines. Donc, on est dans les Airbus, les Boeing, les avions de chasse, les hélicos, les drones de combat. C'est une société qui est cotée maintenant depuis 2001 et qui est très rentable, qui marche très bien. Et en 2020, j'ai créé ma 2e entreprise, Yeva Group, que j'ai cotée en bourse il y a 2 semaines. Et qui est c'est le numéro 1 de la beauté personnalisée. Et puis, c'est un écosystème de marques, de services et d'expériences activé par la tech et l'IA et la data, et le tout porté par le storytelling, les contenus et les communautés, avec des marques fortes comme Yoma, qui est le pionnier de la personnalisation, comme l'Atelier du Sourcil, avec ses 130 boutiques, ou comme My Little Paris, qui est un média expérientiel et des box emblématiques, Maïeva, qui est le Netflix de la beauté. Et en fait, à côté de ces 2 activités opérationnelles, puisque j'ai créé les 2 boîtes et je les ai amenées en bourse et je les dirige, j'ai une autre société qui s'appelle Skill, dans laquelle j'investis, dans d'autres entrepreneurs. C'est dans ce cadre-là que j'investis dans l'émission Qui veut être mon associé. Et aujourd'hui, j'ai complété on va dire, écosystème en étant l'ambassadeur de Qui veut être mon associé Amplify, qui est dirigé par Michel Benzeno, et qui a comme but de créer des bootcamps pour formation des entrepreneurs, allant jusqu'à un diplôme une certification avec le SCP. Donc c'est quelque chose maintenant qui se construit super bien avec mon livre La réussite est en vous, chez Michel Lafon. Donc voilà, je fais plein de choses. Oui, je pense qu'on pourrait y passer pas mal de temps sur de vraiment faire votre parcours depuis le début, parce qu'au final, c'est beaucoup. Et puis bon, il y a plein de choses là-dessus, donc les gens peuvent trouver. Exactement. Moi, le but de ce podcast, c'est de savoir comment on investit dans une startup quand on est Jean-Michel Caram, mais comment on investit dans une startup et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous allez choisir cette startup par rapport à une autre. Moi, j'ai vu dans pas mal de ce que vous dites que l'humain comptait pour 75% de votre décision. Oui. Mais quel est le trait de caractère chez l'humain qui fait la différence la plupart du temps? Qu'est-ce qui va vous faire changer d'avis pour y aller ou pour ne pas y aller? Alors, moi, j'agis beaucoup par intuition. Je suis les signes, l'intuition. Alors, il faut faire attention parce que mon intuition, elle est très enrichie par mon expérience. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, j'ai 56 ans, j'ai commencé donc ça fait quand même pas mal d'années que j'entreprends, j'investis, je rencontre des gens, je recrute des gens, je travaille avec des gens, etc. Donc, je commence à développer une certaine expérience autour de l'humain, même si moi, je dis toujours à mes équipes, faites une erreur par jour, mais jamais la même, sauf en RH. Là, vous avez le droit de la répéter parce que c'est quelque chose qui est tellement compliqué, l'humain. Donc, malgré mon expérience, je peux me tromper. Et c'est quelque chose que j'accepte. Moi, je n'accepte pas le fait que je me trompe
sur autre chose plus qu'une fois. Je Ok. n'accepte pas. Parce que pour moi, quand je me trompe, j'analyse pourquoi, je dis tu as fait une bêtise, et après, je ne la répète plus, cette erreur. Dans l'humain, c'est compliqué, parce que l'humain change. Donc, du coup, je me dis, OK, je peux me tromper. Mais je suis mon intuition. La première chose que je regarde, c'est un peu des soft skills. Ça veut dire, je regarde principalement, est-ce que c'est quelqu'un d'heureux? C'est marrant de parler business, alors quand on parle business, de parler est-ce qu'il est heureux, etc. On dit, mais c'est quoi ces conneries? Non, c'est vrai. On ne peut pas apprendre aux gens d'être heureux. C'est impossible. Or, les gens heureux, c'est des gens optimistes. Un entrepreneur est optimiste. S'il n'est pas optimiste, il rentre dans le mur, en fait. C'est pas possible. Déjà, il faut même qu'il soit très optimiste. Hein. Oui. Et parce qu'il va prendre des coups, il nécessite énormément de résilience. Et quelqu'un qui n'est pas heureux, il déprime, il meurt. Hein. C'est pas possible. Et moi aussi, j'ai pas trop envie de m'entourer de gens qui ne sont pas heureux. Ça me rend dingue, hein, ce truc-là. Donc pour moi, le premier trait de caractère, c'est est-ce que c'est une personne qui est heureuse? Et après, je vais aller chercher d'autres traits. Est-ce qu'il est résilient? Il a subi des choses, qu'il va rester debout? Est-ce qu'il fait ça parce que il a besoin d'un salaire ou de manger? Ou est-ce qu'il veut changer le monde? Il est passionné par quelque chose qui le motive, qui le fait réveiller le matin. Alors, on ne peut pas compter ses horaires dans l'entrepreneuriat, etc. Donc, c'est ces traits-là que je vais chercher. Et ça pèse beaucoup, 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 beaucoup. Après, la deuxième chose dans mes investissements à moi, c'est quel est l'impact de mon écosystème sur lui. Parce que c'est honnête envers l'entrepreneur, et deux, c'est un dérisquage de mon investissement. Si je suis que 200 000 euros à mettre dedans, il y en a beaucoup de 200 000 euros au monde, et la couleur de mon argent est comme celle des autres, donc je ramène rien du tout avec ça. Et lui, il est venu chercher Jean-Michel Karam, l'entrepreneur expérimenté, etc., qui a vécu plein de choses et qui peut lui faire éviter. Les bêtises qu'il a fait, je peux lui faire éviter. Les réseaux que j'ai, je peux l'ouvrir, etc. Donc lui, il cherche ça. Il s'attend à ça. Et donc, moi, quand j'investis, moi, je ne veux pas rouler les gens. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Donc, du coup, je me dis, est-ce que vraiment je peux l'aider? Et donc ça, éthiquement, c'est important pour moi. Mais en même temps, financièrement, c'est important pour moi. Parce que sinon, je serais un sleeping partner. Je vais mettre mon argent et aller prier à Lourdes pour que l'argent marche, quoi. Alors que si je suis... si mon impact est important, si mon écosystème l'impacte, là, j'ai une chance de le propulser, de diminuer les risques autour de mon investissement. Et donc ça, c'est les deux choses qui, aujourd'hui, par exemple, définissent la majorité de ce que j'investis dans Qui veut être mon associé, par exemple. C'est les deux seuls. Pourquoi? Parce que dans Qui veut être mon associé, j'ai 30 à 40 minutes pour déterminer une position. Parce qu'au bout de 30-40 minutes, ils vont nous dire « Stop, positionnez-vous ». Donc, je veux bien lui poser les marges, machin. Déjà, on a des questions, est-ce que vous êtes rentable? Est-ce que vous êtes... Bon, déjà, la réalité, c'est que si vraiment il est rentable, il est blindé de cash, etc., pourquoi il vient ici? Oui. Et en 40 minutes, analyser tout un marché, faire des due deals, c'est pas possible. Donc, il faut se limiter à des traits. Alors, évidemment, quand mes camarades posent des questions, je les écoute, hein, je ne ferme pas les oreilles. Mais moi, c'est les deux angles. Alors, si j'investis à l'extérieur de Qui veut être mon associé, donc... je peux aller regarder les clients, les trucs, savoir si le marché, qu'est-ce qu'il vaut et tout ça. En troisième couche, je regarde est-ce que c'est un bootstrap ou c'est un moonshot. Les bootstraps ne m'intéressent pas. Je l'ai dit 1000 fois. Moi, ça ne m'excite pas, les bootstraps. Faire un truc, un tabac qui fonctionne, tu n'as pas besoin de... D'ailleurs, si tu es un bootstrap, tu n'as pas besoin d'investissement, pourquoi tu viens me chercher? Donc, tu dois te démerder. Un bootstrap, il se démerde tout seul. Il n'a pas besoin des autres et il garde l'equity à lui. 100%. Et alors qu'un moonshot, il sait qu'il va céder de l'equity
parce qu'il veut avoir 10% de l'océan plutôt que 100% d'une piscine, en fait. Donc, je regarde est-ce que c'est une bootstrap ou moonshot et, et je sais que si tu veux être un moonshot, tu ne peux pas le faire si tu n'as pas un côté rupturiste. Pourquoi ? Parce que si si tu fais la même chose que des géants sur le marché font, tu n'as aucune chance. Parce que si tu fais la même chose que moi, ça va être une question de muscle. Exactement. Tu mets 10 ingénieurs, je mets 100, je te bats. C'est fini. On est d'accord. Tu mets 10 vendeurs, je mets 100 commerciaux, c'est pareil. Donc, par contre, si tu adresses ton marché avec une rupture, complètement avec des barrières d'entrée, la rupture, elle n'est pas seulement une question de produit. Beaucoup de gens pensent que la rupture, c'est seulement le produit. Ah, il approche il a un produit qui est tellement innovant et l'autre n'en a pas, ben voilà, on va gagner. Non, on peut avoir un produit qui est vraiment une sorte de commodity. Mais si le business model est en rupture, si les communications sont en rupture, moi j'ai vu aujourd'hui en ce moment, je regarde beaucoup de choses, il y a des gens qui ont développé des produits que dans l'absolu, c'est impossible. Ça veut dire que si vous voulez aller vendre du burger ou je sais pas, vous êtes qui devant McDonald's, vous êtes qui devant tous ces gens-là. Par contre, si vous adressez le marché d'une manière ayant une rupture, c'est différent. Donc, moi, je vais chercher ça. Je vais voir comment il va pouvoir ou elle va pouvoir passer outre ce qu'il y a sur le marché par sa rupture, et c'est quelque chose qui est déclencheur chez moi. Ok, très intéressant. Et quel est le trait qui vous ferait ne pas investir ? J'ai presque envie de dire têtu avant que vous répondiez, parce que si, du coup, il faut apprendre de ses erreurs, il ne faut pas refaire la même erreur tout le temps. Oui. Est-ce que têtu, c'est quelque chose qui peut vous faire peur ? En fait, quelqu'un qui est têtu... Dans le sens têtu, vraiment... Oui, parce qu'il y a deux choses. Il y a combatif... Exactement, c'est différent. Et têtu. Combatif, non. Parce qu'il faut monter sur le ring et on va prendre des coups. Et pas à chaque fois qu'il te met un coup et que tu mets un genou à terre, tu vas te rétamer au sol et dire c'est trop dur pour moi. Non, tu vas prendre des coups, tu mets un genou par terre, tu te lèves et tu te rebats. Ça, c'est la combativité. Têtu, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est les gens qui, quand ils font une erreur, ils ne se l'approprient pas. Ça veut dire que c'est toujours la faute des autres. Ça, c'est quelque chose qui me tue, en fait. Parce que si tu fais une erreur aujourd'hui, et vous dites derrière, bon, j'ai fait une erreur, pourquoi je l'ai fait, cette erreur ? C'est pas grave, tout le monde fait des erreurs. Mais une fois que vous avez compris pourquoi vous avez fait cette erreur, la fois prochaine, quand vous êtes dans une position pareille, vous n'allez pas le faire. Par contre, si je travaille avec vous, vous faites une erreur, et vous dites, ouais, mais c'est à cause de Jean, parce que Jean, il ne m'a pas amené le truc à temps, etc. Et voilà, c'est machin. En fait, vous vous complètement déchargez de la responsabilité de cette erreur à quelqu'un d'autre. Et donc, vous apprenez rien. En fait, ce n'est pas votre faute. Vous êtes bon. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de monde comme ça. Hein. Vraiment, hein. J'ai même chez moi des gens, je les ai virés. Hein. Des gens qui, à chaque fois qu'on n'atteignait pas les objectifs, et alors, nous, on met des objectifs très hauts, donc on ne les atteint pas, c'est pas grave, on va comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, etc. Mais la réalité, c'est que quand on cherche, il y a des gens qui cherchent toujours à jeter la responsabilité sur d'autres, donc ils n'apprennent pas de leur erreur, et en fait, quelqu'un qui n'apprend pas de ses erreurs ne grandit jamais. Et quand il grandit jamais, c'est un boulet, quoi. Donc, moi, en fait, il y a un trait, évidemment, c'est si vous êtes triste, je m'en vais tout de suite. J'ai pas envie, hein, ça me saoule. Et je considère que c'est très orgueilleux d'être triste, particulièrement quand on vit dans un pays comme la France, etc. Tu as de la chance déjà. Déjà, tu as de la chance. Tu baignes de cul, d'entrée. Il y a des gens, ils partent vraiment en handicap majeur comparé à toi. Donc, toi, estime-toi heureux. Et en plus, qu'est-ce qui vaut dans le monde pour que tu sois triste ? Je comprends. En fait, moi, j'ai rencontré des gens qui sont hyper malades, hyper machin, etc., qui sont hyper heureux en plus.
et d'autres qui ont tout et ils ne sont pas heureux. Donc, ça, c'est des gens que je n'ai pas trop envie de côtoyer. Ok, bon, j'ai bien fait de dire que j'avais fait une erreur sur mon mail. Tout va bien pour moi, je m'en sors bien. Non, c'est pour le off, hein, mais effectivement, j'avais fait une erreur quand j'ai envoyé un mail à Jean-Michel et j'ai bien dit en début que c'était moi qui avais fait l'erreur, donc j'ai bien fait de le faire. Absolument. Est-ce qu'une start-up... C'est la marque des grands, ça. C'est gentil, Jean-Michel. Mais bon, j'ai quand même fait une erreur. Est-ce qu'une start-up, selon vous, doit forcément avoir des brevets pour vous donner envie d'y aller? Parce que vous avez dit qu'il fallait des barrières à l'entrée. Oui. C'est pour ça que je rebondis sur ce que vous Oui, dites. c'est très bien. Alors, il faut faire attention. Si la rupture est dans le produit, il faut des brevets. Ok. Si la rupture, elle n'est pas dans le produit et elle est dans le business model, le média, les trucs, etc., ce sont des choses qui ne sont pas brevetables. Mais attention, les brevets, c'est quelque chose qui coûte cher, très cher. Quand on dépose un brevet en France, le brevet en France, c'est à peu près entre 5 000 et 7 000 euros, en fonction si on le fait seul ou on passe par un avocat, etc. Mais on va, disons, pour simplifier, 6 000 balles. On a une année, après une année, on va l'étendre. Si la recherche est positive, tout ça, on va l'étendre. Une fois qu'on va l'étendre, on va aller en Europe, on va aller aux États-Unis. Alors aujourd'hui, on vous dit qu'il y a un brevet européen tout de suite, machin. Il faut faire attention quand on va venir le valider pays par pays, on repasse à la machine. Hein. Quand même, l'Europe, c'est pas un truc qui fonctionne super bien. Donc, en gros, un brevet peut coûter autour de 20-25 000 euros pour qu'il soit étendu dans les pays qui sont intéressants. Donc, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, surtout pour quelqu'un qui démarre. Donc il ne faut pas breveter tout et n'importe quoi. Quand on fait un brevet, il faut qu'on soit convaincu que ce brevet est utile et bloque. Or, un brevet seul, c'est rare qu'il bloque. C'est une couche de brevet qui bloque. Et l'idée, c'est pas que personne n'arrive à contourner votre idée. L'idée, c'est que ça devienne tellement cher à contourner votre idée qu'il vaut mieux venir discuter avec vous pour trouver un deal. C'est ça l'approche. Si l'approche est de dire, voilà, c'est pas possible. En fait, vous faites un brevet, des couches, machin, vous utilisez l'or. Bon, moi, j'arrive, je dis, on va faire la même chose, mais vous mettez du platine. Hein, ça s'approche en conductivité, machin. Allez, hop, c'est bon. J'ai contourné le brevet. Alors que vous, si vous avez fait plein de brevets qui couvrent les trucs, vous pouvez me bloquer. Donc, dedans, il y a des brevets qu'on appelle des brevets de process, très durs à protéger, et des brevets de concept. Les brevets de concept sont trop durs à contrer. Donc moi, j'apprécie beaucoup ces genres de brevets. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on brevette. Il faut savoir quel est le coût de l'autre pour contourner ce brevet. Parce que l'objectif, ce n'est pas de bloquer totalement, mais d'asseoir la personne face à vous pour discuter et négocier. Et donc, personnellement, j'intègre aussi l'idée qu'un brevet, ça coûte de l'argent. Aussi, il y a une autre notion dans les brevets. Est-ce que vous pouvez savoir que quelqu'un a violé votre brevet? Ça veut dire que si le brevet est sur un truc de couche que vous avez mis je ne sais pas quoi et qu'il faut... vous ne pouvez même pas savoir en fait. Les produits sont machin, comment vous savez qu'il a utilisé ça à la place de ça? Alors que quand c'est conceptuel, c'est tout de suite visible. Et donc, vous pouvez être en éveil parce qu'il faut aussi comprendre que attaquer un brevet en justice coûte très cher. Donc, les brevets, c'est important quand vous êtes dans un truc qui a fait rupture, parce que ça va augmenter même la valorisation de votre entreprise. Bien savoir breveter. Et sinon, si c'est des brevets pour dire j'ai 10 brevets et ça sert à chi, ça sert à rien parce que ça va coûter beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, j'ai vu que, donc, qui veut être mon associé, c'est là où j'ai pu moi vous découvrir, Jean-Michel. Vous vous disiez souvent, est-ce que vous avez déposé le brevet ou est-ce que le brevet est accepté? Oui. Il y a quand même une grande différence entre les deux. Absolument, parce que quand on dépose un brevet, donc moi j'ai une idée, hop, je la catch, je vais voir un avocat de IP, de propriété intellectuelle, et on dépose le brevet. Démarre ensuite la phase d'examination. Là, le brevet n'est pas granted, hein, c'est pas un brevet, c'est un dépôt de brevet. En anglais, on dit il n'est pas granted encore. Okay. Donc,
on a 12 mois. Dans ces 12 mois, il y a l'examinateur qui va revenir et va nous dire attention, ça, c'est pas parce que l'examinateur, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir est-ce que vous êtes innovant, le caractère innovant de votre brevet. Donc, il va regarder tout le prior art, donc tout ce qu'il y a eu avant. Alors, normalement, si votre avocat est bon, vous allez travailler avec un avocat, lui, il va faire le prior art, la recherche. Mais il y a l'interprétation de l'examinateur. Et d'ailleurs, dans un combat de propriété intellectuelle juridique, on va regarder vos échanges avec les examinateurs. C'est fou. Donc, c'est très important. Et donc, du coup, au bout de 12 mois, il va vous dire, oui, vous avez un trait innovant, on a changé pas mal dans les claims, les revendications, parce que le brevet, c'est quoi? C'est une set de revendications. Il va vous dire, ah non, mais cette revendication, non, parce que le brevet tel, déjà l'a revendiqué avant, donc ça, vous me l'arrêtez, c'est plus innovant. Ou ça, non, c'est un truc qui existe depuis 1000 ans, vous ne pouvez pas me le déposer, etc. Donc, ça va descendre un peu vos revendications. Et cette socle de revendications, il va vous dire, OK, je suis OK pour vous attribuer le brevet. Vous payez la taxe d'attribution, on va dire, en quelque sorte. Et à partir de là, le brevet est attribué. Il est granted. Là, au début, il est pending en anglais. Okay. Pending, granted. En français, dépôt de brevet, brevet. Okay. Mais là, il n'est protégé qu'en France. Mais vous avez l'antériorité, pas de la date du brevet, du brevet, mais de la date du début. C'est ça qui est intéressant. C'est que vous savez dans 12 mois si votre brevet est un vrai brevet. Si c'est un vrai brevet, on vous donne l'antériorité à partir de la date de dépôt. Donc, si quelqu'un sur la route, imaginons, moi, je dépose un brevet aujourd'hui. J'ai le brevet, il me dit, c'est parfait, votre brevet, c'est dans 12 mois, il m'a dit, c'est bon, tu as ton brevet. Et que vous, au bout de 6 mois après moi, vous avez fait le truc, ou vous avez breveté ou pas, mais vous avez fait. Et moi, quand mon brevet est sorti, je regarde votre début. Si votre début est après mon date de dépôt, je peux vous attaquer et vous contrer parce que j'ai déposé avant vous. Mais si c'est vraiment important. C'est fou ça. La date d'attribution du brevet est la date pour laquelle vous avez un brevet. Mais si le brevet est attribué, on considère que vous avez l'innovation et l'antériorité à la date de dépôt. Mais vous ne l'avez que dans un seul pays, en France. Tout le reste du monde, vous avez un temps pour aller déposer dedans. Si vous dépassez ce temps-là, dans tout le reste du monde, il est plus protégé. Donc, vu que ça coûte très, très cher, moi, ma stratégie, je dépose en France, première chose, parce qu'il y a une théorie dans l'art de brevet aussi, c'est que si l'innovation a eu lieu en France et vous la déposez directement aux États-Unis, ça tombe. Je sais ça, moi. Dès que j'ai une attaque judiciaire avec vous, je dis mais non, mais attendez, il a déposé en France. Enfin, le mec, il est établi en France et il vient nous faire un dépôt aux États-Unis. C'est n'importe quoi. Et donc là, il vous shoot direct. Donc, ce qu'il faut, c'est moi, je dépose dans le lieu où je vis, donc la France. Une fois que j'ai fait ça, j'attends les 12 mois, je me prépare, moi, j'avance sur mon idée, le produit devient plus réel, etc. Quand j'arrive et il me dit oui, tu as un brevet. Quand je vais déposer aux États-Unis, toutes les améliorations que j'ai apportées ici, je les mets dans le projet américain, tout de suite. C'est ça qui est important. Et moi, je dépose toujours France, Europe, États-Unis. Okay. Pourquoi? Parce que en fait, vous n'êtes pas obligé, c'est que les gens ne savent pas, c'est que vous n'êtes pas obligé de déposer partout sur Terre. Parce que si vous allez déposer partout sur Terre, chaque brevet va coûter 100 000 balles. Quoi. Donc, alors que ce que vous devez raisonner, c'est quelle est la surface maximale que je peux déposer dedans pour que quelqu'un qui me contre, qui copie mon innovation, je vais l'avoir un jour ou l'autre. En fait, moi, par exemple, imaginez, j'ai un brevet, je l'ai déposé en France, je l'ai porté aux États-Unis. Qui peut dire aujourd'hui que je ne vais jamais aller aux États-Unis et en Europe? Bon, reste en Asie. Mais le jour où il va venir aux États-Unis ou en Europe, je vais le bloquer. Et quand je vais négocier avec lui des droits ou une licence ou je ne sais pas quoi, je vais lui faire payer pour toute la terre.
Je vais le faire payer pour son démarrage aussi. Non, je lui dis, écoute, tu ne viens pas aux États-Unis ni en Europe. Et c'est suffisamment grand comme surface que se dire ça, mais c'est pas possible en fait pour le business. Qui est la start-up qui va dire, je ne veux pas aller aux États-Unis, je ne veux pas aller en Europe. Enfin, c'est quand même du délire. Donc, c'est comme ça qu'il faut raisonner pour que l'apport d'un brevet par rapport à son coût soit acceptable économiquement. Très intéressant. Très, très intéressant. On va enchaîner sur une autre question que je trouve aussi très intéressante. De mon côté, je vous vois souvent dire ça, que ce soit dans le livre, dans pas mal de choses, que la vitesse d'exécution est souvent plus importante que la protection. Et en plus, on vient juste après la question du brevet. Je trouve ça très pertinent, la question qu'elle arrive. Ouais. Est-ce que pour vous, il faut être plus vif, plus rapide et aller vite dans les process quand on est entrepreneur, donc foncer clairement, ou il faut se protéger et il faut privilégier la protection? Désolé pour la question parce qu'elle n'est pas si simple. Nul n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Alors, les boîtes, d'ordre général, ce n'est pas des idées, c'est une exécution. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est sûr, il y a plein de gens qui ont des idées. Et moi, j'ai perdu beaucoup de batailles où j'étais beaucoup plus innovant. J'ai eu l'idée avant tout le monde, mais des grandes mastodontes m'ont copié et ils ont essayé de me dépasser. Et moi, dans la beauté, par exemple, je suis copié tout le temps. Quand je suis arrivé dans le monde de la beauté, il n'y avait pas de tech et il n'y avait pas de personnalisation. C'est moi qui les ai lancés. Yoma, c'est l'inverse de à moi. C'est la marque de la personnalisation. Et j'ai déployé des appareils de diagnostic dans tous les points de vente, hyper simple à utiliser par des conseillers en beauté, mais hyper sophistiqués. C'est comme le téléphone portable, quoi. C'est très compliqué à le faire, mais très facile à utiliser. Un gamin sait utiliser un téléphone portable. Donc c'est pareil. J'ai fait ça pareil pour les appareils de diagnostic. Et on a ramené la cosmétique sur mesure. 2-3 ans derrière, il n'y a aucune marque, aucun groupe qui n'a pas lancé une initiative de personnalisation, parce que la personnalisation, c'est finalement l'épitome du luxe. Donc, et pour moi, c'est un peu plus, c'est même les fondations de l'efficacité. Donc, ils ont copié, mais sauf qu'ils ont copié très très mal, sans comprendre le modèle, etc. Et du coup, aujourd'hui, tout le monde dit qu'il fait de la personnalisation, mais personne n'a réussi à faire de la personnalisation à part moi. Parce que dans le modèle, je savais les points faibles, les points machins, etc. Il y a plein de gens qui me copient. Là, moi, je parle de longévité. Vous allez voir, dans 3 ans, plus personne ne parle d'anti-âge. Donc, c'est un marché qui est très, très copieur. Et leur idée, même ils me l'ont dit, des dirigeants de très, très grands groupes, on ne peut pas être plus innovant que toi. C'est impossible. Tu as quelque chose d'unique, tu combines plein de domaines et tu sais apporter la tech dans une multitude de domaines, tu l'as fait plusieurs fois, donc tu es vraiment devant tout le monde dans la vision. Mais nous, on va te battre dans l'exécution. Ils me l'ont dit. Oui, donc ils me disent, on va aller te copier. D'ailleurs, quand j'ai ouvert le temple de la beauty tech dans l'atelier du sourcil de la Motte Piquet, quand on va là-bas, c'est un atelier du sourcil très spécial où il y en a un aussi à Clermont, il y en a un à Avignon, il y en a 3 en France. On retrouve tout mon set technologique, tout mon truc. On l'appelle, c'est vraiment le technotemple de la beauté. Et toutes les marques. À un moment donné, j'ai dit à mes équipes, si la marque arrive et se présente, vous leur faites un tour. Vous leur expliquez. Je m'en fous. Mais s'ils veulent nous entuber, vous les virez. Et donc, après, c'est arrivé, des grands groupes, 7-8 personnes, ils visitent tout. Et leur idée, elle n'est pas mauvaise. C'est de dire, on peut pas être assez innovant que lui, on va le battre dans l'exécution. Donc, sincèrement, avoir des idées sans savoir les exécuter et les implémenter, ça ne sert à rien. Donc, est-ce que c'est mieux à l'exécuter que se protéger ? Moi, je protège tout en parallèle d'exécuter. Ça veut dire que déposer un brevet, ça prend quoi ? Une journée ? Enfin, franchement, c'est rien. Et j'ai 12 mois d'exécution sur mon idée avant que le brevet soit public. C'est vrai. Parce qu'il faut faire attention. Il n'est public que les 3 derniers mois dans la phase. Avant la date. Donc, je dépose.
il y a une phase où je discute avec lui. Il y a une phase, il dit, OK, on va publier le brevet. Il le publie 3 mois. Pendant ces 3 mois, les autres acteurs ont le droit d'écrire aux examinateurs et dire, attends, c'est quoi cette connerie? Moi, j'ai un brevet, machin. Vous ne l'avez pas vu dans le prior art, dans l'art initial. Et donc, ces 3 mois, on est visible. Mais là, on n'est pas visible. Donc, il faut initier l'exécution tout de suite parce que si un brevet, il arrive et nous, on attend pour que le brevet y soit pour exécuter et délivrer, c'est mort. Donc c'est... moi, je suis quelqu'un... Si la question est est-ce que l'action est plus importante que la stratégie? Oui. Personnellement, je suis un homme d'action. J'ai toujours pensé que c'est sur le terrain que les vrais soldats se mesurent, pas dans leur caserne. Donc, pour moi, l'action est plus importante que la stratégie. La réflexion est très importante parce c'est elle qui nourrit l'action. Et on peut se protéger tout en avançant. Oui, d'accord. Bon, vous avez toujours investi sur la tech, la beauté, la santé. C'est vos investissements qui représentent la plupart quand même de votre patrimoine. La tech, la beauté, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diversifiez un petit peu votre patrimoine quand vous investissez? Je sais que ça reste des montants plus faibles. Alors, je fais des coups comme ça. C'est des coups qui sont purement sentimentaux. Ok. Ça veut dire que moi, j'ai un cœur qui est un peu faible. Et des fois où j'ai une voix dans ma tête qui me dit « Naze, oublie. » Bah, alors, je valide le premier point, l'entrepreneur. Donc ça, c'est validé. Après, il m'a touché très fort. Et il y a une voix qui me dit « Mais Jean, ce n'est pas dans ton écosystème, tu ne peux pas l'impacter. Regarde, la deuxième condition, elle est pétée. » Exactement ce que vous disiez. Elle est pétée, oublie. Et c'est arrivé, surtout dans l'émission. Dans la vie réelle, non. Ça arrive pas. Parce qu'ils n'ont pas cette chance. Je ne leur donne pas l'opportunité d'être assis face à un truc. Moi, je vois le projet. Là, aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous avec moi où j'investis ça, il va m'envoyer un truc. Donc, dès que je vois le deck, si c'est hors écosystème, je dis deuxième condition non valable, je l'éjecte. Mais dans l'émission, on est pris à dépourvu parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. On est assis, il arrive. Bon, je ne vais pas lui dire je ne t'écoute pas. Bon, tiens. Voilà, vous devez l'écouter effectivement. Donc, je l'écoute et parfois, je vois que je me dis, bon, allez, je peux l'aider quand même. Bon, mon écosystème, non, mais moi, si, il me fait mal au cœur. Bon, allez. Et du coup, et surtout s'il ne demande pas beaucoup d'argent. Alors, il faut faire attention parce qu'on parle publiquement. Il ne faut pas blesser les gens. 50 000 euros, c'est beaucoup d'argent, je le sais. Mais par rapport aux autres investissements dans l'émission, je parle là, oui. Je ne parle pas par rapport ou même vos investissements dans la vie générale. Voilà, donc si c'est un truc, bon, je me dis, allez, c'est quelqu'un qui m'a touché, il défend une cause. Par exemple, je sais pas, si je prends Eva, qui est dans l'entreprise tiers, la cause de violence contre les femmes, c'est quelque chose qui me touche très particulièrement. Bah là, en fait, c'est absolument pas mon écosystème, c'est rien en fait. Mais je me suis dit, bon, bah, c'est une belle cause. La fille, elle m'a impressionné parce qu'elle était elle-même violentée et elle a remonté ça pour devenir une entrepreneuse qui défend. Il faut être fort. On l'a pas vécu, donc on peut savoir, mais ça doit être... Il faut être très fort. Et du coup, je me suis dit, je vais l'aider même à avoir beaucoup plus d'argent parce qu'elle voulait 100 000. Marc lui a donné les 100 000. Et moi, j'ai essayé, je me suis dit, il lui faut plus d'argent, comme ça, elle a plus l'air. Et donc, j'ai tourné tout le monde pour qu'il y ait 200 000. Elle est partie avec 200 000. Et d'ailleurs, récemment, elle a fait un podcast là-dessus pour dire que ça. Et bon, là, c'est vraiment, elle m'a touché profondément. Dans l'émission, c'est beaucoup plus facile que dans la vie normale. Ok, donc principalement, votre patrimoine reste orienté sur ces deux domaines. Ouais, la beauté, bien-être et tech. Il y a aussi une autre chose dans ma tête, je me dis, est-ce qu'un jour je peux acheter cette boîte? Je me pose cette question. Pas nécessairement je vais l'acheter, mais je me dis, est-ce qu'un jour je peux l'acheter? Et là, ça ajoute une autre dimension.
C'est même l'exit, je l'ai. Donc, et même, je serai en train de nourrir mon écosystème par des champions de demain. Donc c'est pour cela que c'est vrai, sortir de son... Moi, avant, je disais, il y a 2 règles dans l'investissement et qu'il ne faut jamais ne pas respecter. Et une d'elles, c'est connaître le marché. Si on ne connaît pas le marché, et je peux même vous dire, en 2002, le brevet Skin Station, l'appareil qui mesure la peau, je l'ai déposé en fin 2001. Je suis allé réellement en 2010 avec Yoma. 8 ans avant, je considérais que le monde de la beauté, je ne comprends rien. Donc comment je peux savoir? Parce que la deuxième cause, c'est qu'il faut avoir de la rupture. Donc, comment je peux avoir s'il y a de la rupture? Même le marché, je ne le comprends pas. Donc, ce n'est pas possible. Donc, avec Yoma, j'ai mis 8 ans à apprendre ce marché, à me convaincre de ne pas y aller, jusqu'à ce que je suis devenu très bon dans ce domaine-là. 8 ans, c'est beaucoup. Je peux apprendre beaucoup de choses en 8 ans. Et c'est en 2010 où j'ai lancé. Et ça a été tellement fort que j'ai lancé en 2010. 2012, je vends Yoma à Unilever. Même pas 15 mois, en fait, en réalité. 10 fois le chiffre d'affaires, etc. Et je la dirige chez eux jusqu'en 2015, parce qu'il y avait le earn-out. Ils m'ont demandé de rester jusqu'en 2019. Donc, je reste jusqu'en 2019. On me donnait mes parts et ils leur ont racheté encore une fois. Et en 2019, je voulais sortir. C'était le Covid. Je ne pouvais pas sortir et leur faire un coup comme ça. Donc, ils m'ont demandé de uniquement attendre le Covid. Et en 2023, je l'ai racheté d'eux pour Ieva Group. Et c'est vrai que, donc, du coup, ça prouve que si je ne connais pas le marché, je ne vais pas y aller. Et pourtant, c'est moi qui étais aux commandes. Et j'ai dit non. Et j'ai mis 8 ans pour le faire. Donc là, si je ne connais pas le marché du tout, alors, ce qui est avec l'âge, avec l'expérience, avec les missions, avec tout ce que je rencontre comme entrepreneur, c'est vrai que je commence à connaître beaucoup de domaines, en fait. Mais malgré tout, j'ai mes sujets de prédilection. Alors, il y a des faux cas. J'ai investi dans une boîte qui s'appelle Secure Clé. C'est dans les clés. Bon, mais il y a de la tech. J'imagine. Donc, c'est ce côté-là. Quand j'ai investi dans Naali, c'est de la beauté. C'est pile poil dedans. Thiers, c'était une cause. Okoya, c'est les déserts médicaux. Mais de la tech. Des bus blindés de tech. Et santé, en plus. Donc, je comprends bien. Donc, voilà, ça, c'est le socle de la saison 5. La saison 6, j'ai investi, j'ai donné des engagements dans beaucoup d'endroits, mais très fortement la beauté, le luxe. Et donc, bon, c'est vrai que tirer tous azimuts ne correspond pas à ma deuxième condition. Ok. On va clôturer le podcast, Jean. Il va me falloir un seul critère pour finir le podcast. Si vous deviez choisir un seul critère sur la personne qui vient vous voir, un seul, non pas 3 comme vous avez dit au départ, vous devez choisir un seul critère, il doit vous convaincre ou pas avec ce critère-là. C'est quoi que vous regardez en premier chez l'entrepreneur? Et non pas vos 3 critères. Vous n'avez le droit d'en regarder qu'un seul. Vous regardez lequel? C'est très difficile. Ouais. En fait, c'est simple, je pense que c'est le premier. Il faut qu'il soit heureux. Ok. Parce que si je raisonne, si mon écosystème l'impacte et qu'il n'est pas heureux, je vais le jeter par la fenêtre. Donc, ce n'est pas possible. C'est certain. Je ne peux pas vivre avec lui. Et donc, en fait, il va falloir que j'ai envie de le rencontrer, ce type. Ok. Et passer du temps avec. Donc ouais. Le premier critère. Le premier critère. C'est un beau critère. Merci beaucoup, Jean, pour ce podcast. Merci, Jérémy. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur l'art de la gestion patrimoniale et financière. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter ou à le partager. J'y répondrai personnellement à chaque commentaire. Et puis surtout, pour ceux qui nous écoutent mais qui ne s'abonnent pas, cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Merci à vous.